bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, François-Xavier Bellamy. Bonjour. Alors 800 000 personnes au moins ont donc manifesté jeudi contre un projet de réforme des retraites que d'ailleurs personne ne connaît précisément. Alors si les syndicats ont repris des couleurs, ont-ils définitivement gagné la bataille, gagné la partie? Dans ce contexte en tout cas, quel est le scénario de sortie de crise privilégié à droite chez les Républicains? Un remake de décembre 95, c'est-à-dire un recul du gouvernement, ou au contraire un échec des oppositions à la réforme et une validation du projet qu'Emmanuel Macron avait promis pendant la campagne. Mais pour commencer, François-Xavier Bellamy, quel bilan vous tirez des 3 premières journées de grève? D'abord, une vraie inquiétude, parce que vous l'avez dit, cette réforme a mobilisé beaucoup de monde et suscité beaucoup d'inquiétudes alors qu'on ne la connaît pas encore vraiment. Et d'un côté, il y a peut-être quelque chose d'irresponsable à tenter de tout bloquer avant même qu'un débat ne soit réellement posé sur la table, avant même qu'un projet ne soit connu. De l'autre côté, il y a aussi une forme de vide laissé par le gouvernement qui ouvre la place à toutes les inquiétudes, à toutes les spéculations, peut-être parfois à des fake news. En tous les cas, il faut clairement en sortir le plus vite possible et on ne peut en sortir que par la clarté. Il faut que le gouvernement annonce le plus vite possible quelle est réellement la réforme qu'il veut proposer. Alors justement, on va en parler. Donc Édouard Philippe doit annoncer les grandes lignes de sa réforme, son projet de loi sans doute mercredi. Mais avant, est-ce que le gouvernement a choisi la bonne méthode pour gérer ce conflit? À vous entendre, c'est pas le cas. Moi, il me semble que peut-être dans quelques années, on étudiera cette séquence comme étant l'une comme une forme d'anti-manuel de la réforme. Je crois que la question des retraites, d'abord, c'est une question qui est d'une très grande difficulté, d'une très grande importance, et d'une certaine façon aussi d'une très grande densité humaine. On ne parle pas d'une réforme technique. Les retraites, c'est le résultat du travail de toute une vie. Et donc, c'est aussi la dignité du travail qui est en jeu. Les retraites, c'est aussi, bien sûr, la question de la dépendance, parce que parler des retraites, c'est parler de l'avenir de nos aînés, de la dignité de nos aînés. Et cette question de la dépendance, on le sait, elle inquiète beaucoup de familles. C'est clairement le sujet sur lequel il faut une très grande clarté et un très grand sens des responsabilités. Et il me semble que le gouvernement a créé les conditions d'une situation anxiogène. Nous avons aujourd'hui, d'une certaine manière, l'agitation sans avoir l'action. Nous avons la polémique sans même avoir la clarté des termes du débat. Et je crois que il aurait sans doute mieux valu parler clairement aux Français, y compris courageusement, en tous les cas. C'est un peu ce qu'a fait Édouard Philippe il y a 10-15 jours, et puis jeudi dernier. Mais moi, je ne sais toujours pas ce que le gouvernement veut faire. Est-ce que c'est une réforme systémique uniquement dans laquelle on va transformer le système actuel en un système par points? Est-ce que c'est une réforme paramétrique dont le but est de faire des économies? On a entendu le président de la République contredire parfois son propre haut-commissaire chargé des retraites. On a entendu les membres du gouvernement se contredire entre eux. Et d'une certaine façon, la situation que nous vivons est un peu ubuesque, comme le disait l'un de vos confrères sur France Culture il y a quelques jours. On voit des syndicats contester une réforme qu'ils ne connaissent pas et des ministres défendre une réforme qu'eux-mêmes ne connaissent pas non plus. Il faut évidemment sortir de cette confusion pour retrouver une forme de clarté. Alors les grands points de cette réforme: universalité du régime des retraites, suppression des régimes spéciaux et donc cette retraite par points. Est-ce qu'Édouard Philippe et Emmanuel Macron ne font pas ce que la droite a toujours promis et n'a jamais fait? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas que la question de l'universalité, la question de ce changement systémique ait été la priorité pour la droite. En tout cas, ça a été proposé dès 2010. Pour moi, la question fondamentale, je me prononce comme un jeune citoyen qui s'inquiète de notre avenir et de notre système de retraite. Il me semble que le point fondamental, ça n'est pas de créer une sorte de système universel et uniforme qui s'appliquerait à tous de la même manière. Bien sûr, il faut supprimer des régimes spéciaux qui ne sont maintenus aujourd'hui de manière très injuste que par la menace des blocages que des syndicats corporatistes ont fini par exercer sur nos gouvernants depuis très longtemps. Bien sûr qu'il faut supprimer ces injustices qui perdurent, mais ensuite on n'arrivera pas à un système absolument uniforme sans créer de grandes injustices. Et c'est aussi ce qui est en train de se dessiner à travers cette réforme. Alors on va regarder on va regarder point par point les possibilités de sortie de crise justement, mais les sondages indiquent pourtant que votre électorat soutient la réforme. Ils ne sont qu'en 19%, selon l'IFOP, c'est un sondage aujourd'hui du JDD, à soutenir la grève. Mais évidemment il me semble, je le disais tout à l'heure, que la grève a quelque chose d'irresponsable quand elle intervient avant
que le projet soit connu. Mais des grandes lignes que nous connaissons du projet, je ne crois pas que ce soit une réforme qui puisse vraiment apparaître convaincante. Et je me permets de le dire aussi pour une dernière raison qui me paraît fondamentale. Il me semble qu'aujourd'hui, le point central, c'est de savoir comment garantir l'équilibre de notre système de retraite. Nous sommes l'un des pays au monde où l'on vit le plus longtemps à la retraite, l'un des pays aussi où le niveau des pensions est le plus important. Il est par conséquent nécessaire pour éviter les déficits que nous puissions collectivement travailler un peu plus longtemps. Et voilà sans doute ce qu'il aurait fallu dire courageusement aux Français dès le début. Là, nous sommes dans le cadre dit depuis longtemps par Emmanuel Macron. Depuis au contraire, je travaille depuis longtemps. Hein. Au contraire, Emmanuel Macron avait commencé cette réforme en disant que le but de cette réforme, ce n'était pas de faire des économies, ce n'était pas de garantir l'équilibre, et ce n'était pas de travailler plus longtemps. Et je crois que là, on est au cœur de cette confusion. Il me semble que cette réforme est une mauvaise réforme parce que sa conséquence, c'est d'ailleurs que elle va coûter plus d'argent, elle va augmenter encore le déséquilibre du système de retraite au profit d'un but qui me paraît, moi, pour le coup, être assez artificiel, qui est celui de créer ce système universel dont on verra en réalité que derrière la beauté du concept, il crée plus d'injustice. Alors, quelques précisions. En ce qui concerne le système par points, est-ce que vous croyez le gouvernement qui dit que ce sera le meilleur système, un système juste pour tous, ou François Fillon qui disait, c'était en 2016 pendant la campagne présidentielle, que le système par points permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue, ça permet de, je cite François Fillon, de baisser chaque année le montant à la valeur des points et donc de diminuer le niveau des pensions. C'est François Fillon qui a raison ? Mais en tous les cas, il y a dans ce que disait François Fillon une clarté que le gouvernement n'a pas. Non mais il a raison, vous dites c'est la bonne analyse, c'est fait pour baisser les pensions. Mais évidemment, le système par points, il est fait pour une chose, il est fait pour ajuster la valeur du point. Et quand nous entendons le gouvernement nous dire aujourd'hui que la valeur du point préalablement. Mais la valeur du point, elle est définie dans un contexte donné. Et ensuite, évidemment, en fonction de la démographie, en fonction de l'économie, en fonction de la croissance, la valeur du point s'ajuste à la situation. Ça n'a aucun sens d'imaginer que le point ne pourrait qu'aller en augmentant. Et quand le gouvernement se déploie sur les plateaux de télévision pour promettre aux Français que le point ne baissera pas, le gouvernement, évidemment, entretient une fiction que tout le monde comprend. Le principe d'un système par points, c'est que la valeur du point soit le paramètre autour duquel évolue l'équilibre du système de retraite. Donc un système injuste ? Moi, je ne crois pas, encore une fois, que c'est surtout ce qui me paraît problématique, c'est le caractère universel de ce système. L'idée que 1 euro cotisé va produire exactement le même point et la même valeur de points. Cette idée-là qui paraît séduisante parce qu'elle paraît très juste, elle paraît très cartésienne, elle paraît très universelle. En réalité, derrière l'uniformité de ce système, il y a évidemment des injustices qui seront créées. Je le dis comme enseignant, par exemple. Je suis enseignant. Les enseignants, justement. Les enseignants, c'est le problème, l'un des problèmes centraux de ce projet de réforme. Est-ce que les réponses apportées par Jean-Michel Blanquer et Gérald Darmanin aux enseignants, possibles perdants de la mise en place du système par points, à savoir donc ce qu'ont proposé, ce qu'ont indiqué le ministre de l'Éducation et le ministre du Budget, une augmentation des salaires de nature à compenser la perte qui se dessine aujourd'hui pour le montant de leur retraite. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous dites banco ? Une augmentation des salaires, c'est nécessaire, indépendamment même de la question de la réforme. Parce que là ils proposent, ils disent 400 à 500 millions par an, c'est-à-dire à peu près 50 euros par enseignant. Mais là, c'est là que 50 euros par mois par enseignant, brut, c'est là qu'on atteint Enfin, je crois que là, à ce niveau-là, on peut parler d'une forme de mensonge en réalité. Comment penser qu'une augmentation de 50 euros par mois par enseignant, brut, dans le maximum, parce que là, on prend l'hypothèse maximum, comment penser qu'elle va compenser peut-être des centaines d'euros par mois de retraite en mois. Alors on nous dit on ne connaît pas, on de 300 euros en fin de parcours pour la retraite. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait augmenter les salaires de 300 euros par mois ? Non mais je crois que si vous voulez, sur le fond, si on revient à la question des retraites, notre système actuel n'est pas si injuste que ça. Il est complexe, bien sûr. Il est peut-être trop complexe et sans aucun doute faut-il l'améliorer. Il est aussi évidemment marqué par les injustices profondes, je le disais tout à l'heure, qui se trouvent aujourd'hui dans des régimes spéciaux qui n'ont plus lieu d'être et qui n'ont pas lieu de durer. Mais indépendamment de cela, il permet de garantir à la fin des parcours, à la fin des carrières, une forme d'homogénéité ou en tous les cas de justice pour les personnes qui ont travaillé toute leur vie. Les choses. Les enseignants gagnent peu et donc après on les rattrape au moment de la retraite. C'est un peu ça ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas tant qu'on les rattrape qu'ils peuvent, malgré le fait qu'ils ont connu des rémunérations faibles, toucher une retraite digne qui corresponde à peu près à l'effort qu'ils ont fait tout au long de leur vie pour transmettre la culture aux jeunes générations. Et il serait dramatique qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont pénalisés
pendant leur carrière. Clairement, les enseignants français sont moins payés que la moyenne de l'OCDE, ce qui en France, évidemment, étant donné le niveau de vie de notre pays, est une forme d'injustice. En tous les cas, il y a évidemment, quand on assume cette fonction de l'enseignement, quelque chose comme une forme de sobriété matérielle qui est corrélée à ce travail aujourd'hui. Au moins, il restait dans la retraite telle qu'elle était construite, une pension digne pour nos aînés. Qu'est-ce que vous proposez comme solution dans le cas où la retraite par points, comme le dit le gouvernement, irait jusqu'à son terme? Moi, mon sentiment, c'est que si la retraite par points va jusqu'à son terme, il faut évidemment, de toute façon, il faut penser à une revalorisation des enseignants parce que il y a aujourd'hui un déclassement du monde enseignant qui est terrible. 400-500 millions par an. Il faudrait le porter. Mais ça touche à une réforme plus globale de l'éducation nationale, ouais. À la manière dont on enseigne, à la manière dont on pense l'architecture du métier même de l'enseignant. Et ça, c'est une question qui devrait être débattue à part. Mais ça n'est pas, certainement pas en promettant de mettre 500 millions d'euros sur la table, c'est-à-dire encore une fois moins de 50 euros par mois et par enseignant brut, que l'on va pouvoir rééquilibrer l'impact de ce système par points. À combien vous chiffrez l'enveloppe utile pour pouvoir éviter ce problème pour les retraites des enseignants? Moi, je crois qu'il faut sans doute renoncer à l'idée de cette universalité qui, encore une fois, est trompeuse et qui va produire des injustices très grandes. Intégrer, par exemple, intégrer les primes dans le calcul de la retraite, ce qui est ce que le gouvernement nous propose aujourd'hui. C'est d'une part généraliser le système des primes, qui est en fait un système très précaire et très fragile. C'est pas la même chose de toucher une rémunération et de toucher une prime, parce que la rémunération, elle vous est due tous les ans, que vous pouvez construire votre vie en vous fondant dessus, alors que la prime, au contraire, elle est volatile et imprévisible. Donc il y a ici, je crois, en réalité, une forme de glissement vers un système de précarité, ou en tous les cas de fragilité plus grand. Et puis deuxièmement, c'est pénaliser effectivement des fonctionnaires de terrain qui, comme les enseignants, par exemple, ne touchent que très très peu de primes, et c'est privilégier au contraire des hauts fonctionnaires dont une partie importante de la rémunération est constituée de primes. Et je pense que là aussi, derrière le caractère très universel, et je comprends qu'il y ait quelque chose de séduisant dans le côté universel d'un système par points, il y a en réalité des injustices qui se dessinent pour demain. Renoncer à l'universalité, c'est-à-dire renoncer au système par points? C'est-à-dire reconnaître qu'il y a une diversité de parcours qui doit donner lieu. Oui, je crois il me semble en tout cas qu'il faut, si on allait vers un système par points, ne pas le fixer d'une manière aussi universelle. Et à mon avis, on aurait mieux fait de partir de l'existant, de partir de ce système de retraite dont on a dit d'ailleurs tout le mal possible et dont le gouvernement se met aujourd'hui curieusement à redire du bien. Notre système n'est pas si inégalitaire que cela, pas si injuste que cela, pas si absurde non plus. Il faut le corriger, il faut le réformer. Mais je crois que le rêve de faire une sorte de Big Bang, c'est un rêve qui est périlleux. Et on va aujourd'hui, encore une fois, je le répète, bloquer la France de manière dramatique pour une réforme qui va coûter plus d'argent et qui, par conséquent, ne permettra pas d'équilibrer notre système de retraite. Nous aurions, en tous les cas pour ma part, j'aurais infiniment préféré une réforme paramétrique courageuse à une réforme systémique, séduisante, mais coûteuse. Donc, paramétrique et me courageuse, semble-t-il, qui risque de discréditer d'ailleurs durablement l'idée d'une réforme des retraites. Paramétrique courageuse, ça veut dire un report de l'âge de départ, de l'âge légal de départ à la retraite. Oui, ça veut dire regarder les gens en face et leur dire la vérité. Encore une fois, nous sommes le pays de l'OCDE où l'on vit le plus longtemps à la retraite. Nous avons un niveau de pension qui est parmi les plus élevés dans l'OCDE et par conséquent, c'est très simple. Soit nous voulons, pour équilibrer le système, baisser le niveau des pensions. Nous disons que nous ne le voulons pas, parce que nous devons à nos aînés une retraite digne. Soit il faut augmenter les cotisations, nous ne le voulons pas non plus, parce que beaucoup de Français ont déjà du mal à vivre avec leur rémunération, avec leur salaire, et donc il faut éviter à tout prix de peser plus encore sur le travail. Et par conséquent, la seule réforme à faire, c'est de pouvoir collectivement travailler un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps, c'est-à-dire 64, 65 ans? Et là encore, il n'y a pas forcément d'universalité absolue à traiter. Je crois qu'on ne traitera pas les militaires ou les aides-soignantes de la même manière que d'autres catégories d'actifs. Mais pour ma part, comme professeur, par exemple, comme enseignant, je suis 1000 fois plus prêt à travailler plus longtemps, à travailler 1 ou 2 ans de plus pour pouvoir garantir que notre système de solidarité continue de fonctionner parce que c'est un bon système et que nous y tenons, plutôt que de voir ma rémunération baisser encore avec le poids d'une cotisation qui augmenterait, ou bien d'avoir le sentiment que les pensions sont attaquées et que nos aînés, que peut-être moi demain, je pourrais plus difficilement vivre après ma retraite. Alors au niveau paramétrique, le gouvernement semble privilégier un âge pivot. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? Mais l'âge pivot, si vous voulez, c'est un peu une forme d'hypocrisie. Qu'est-ce que ça veut dire un âge pivot? Ça veut dire effectivement reculer l'âge du départ à la retraite pour toucher une retraite à taux plein. Mmh. Et je crois qu'au fond, les Français, vous savez, les Français ont besoin de retrouver confiance dans la vie politique. Et pour qu'ils retrouvent confiance, il faut leur dire les choses en vérité. Et je crois que au lieu de parler d'un âge pivot qui est une forme
détours, de contournements que tout le monde finit par comprendre. Il aurait mieux valu, encore une fois, dès le départ, mettre les cartes sur la table et leur dire « voilà la réforme que nous vous proposons ». Et ensuite, le dialogue social doit faire son œuvre. Ensuite, il doit y avoir une concertation. Ensuite, les oppositions peuvent s'exprimer. Mais ici, nous sommes dans une situation très anxiogène parce qu'au fond, nous ne comprenons pas, nous ne savons pas ce dont il s'agit vraiment. Alors justement, Édouard Philippe va parler mercredi. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez de lui, précisément ? Alors, le plus important, je crois, c'est que le Premier ministre puisse nous dire maintenant, clairement, quelle est la réforme que le gouvernement compte mener. C'est ce qu'il a promis de dire et de faire. Hein. Eh ben, on espère qu'il le fera. Il est temps. Parce que ça fait des mois que, je me souviens, pendant la campagne de l'élection européenne, j'avais déjà eu l'occasion de dire et de répéter qu'on n'avait pas le droit de jouer avec les nerfs des Français sur une question de cette importance. On en parle donc depuis le début de la campagne, on en parle donc depuis des mois. Il est temps, enfin, effectivement, qu'on sorte de l'ambivalence. Et vous souhaitez qu'ils disent, on fait plus de réforme, on passe plus, à la réforme par points ? Je crois qu'en tous les cas, il faut renoncer à l'idée d'une universalité absolue, à cette idée encore une fois apparemment séduisante, mais me semble-t-il ensuite désastreuse dans ses effets, que c'est le même euro cotisé qui donnera lieu à la même valeur de points, parce que ça produira trop d'injustice à la fin, trop d'inégalités, que d'ailleurs ça ne s'appliquera pas, parce qu'en réalité les oppositions seront tellement nombreuses, tellement fortes, que malheureusement ça risque de nous conduire à un blocage très durable. Mais en revanche, il faut, et moi c'est ce que j'aimerais, comme un citoyen parmi d'autres, entendre de la part du Premier ministre, mettre fin aux injustices qui sont derrière les régimes spéciaux, le résultat de privilèges acquis qui n'ont plus de légitimité, et par ailleurs, collectivement, organiser le travail que nous avons à faire pour faire en sorte que nous puissions préserver notre système des retraites en travaillant sans doute un peu plus longtemps. Ne pas aller vers une universalité du régime des retraites, est-ce que ça veut dire faire appel à la retraite par capitalisation ? En partie au moins. La retraite par capitalisation, elle existe déjà aujourd'hui dans notre pays. Il y a des retraites complémentaires par capitalisation qui sont ouvertes à tous les Français. Ouais. Je crois à la force du modèle de solidarité que la France a su construire. C'est un modèle magnifique qui mérite d'être préservé. Et il me semble qu'il faut que le cœur du système des retraites reste ce système par répartition. C'est-à-dire qu'il faut qu'une partie de ce système des retraites fasse appel à un système par capitalisation. Non, mais encore une fois, aujourd'hui, on a un équilibre qui me paraît, à moi, je ne suis pas un expert de la question, mais en tout cas, il me semble que ce système est équilibré, qu'il y a un juste équilibre, puisqu'il y a une ouverture à la capitalisation pour ceux qui le souhaitent. Mais il me semble que le cœur de notre système reste la répartition et doit rester un système par répartition, parce que c'est l'expression d'un modèle de solidarité qui garantit une forme de sécurité aux Français. Ensuite, qu'il y ait une ouverture pour ceux qui le souhaitent à la capitalisation, c'est évidemment tout à fait légitime et nécessaire. Alors, quelques questions sur l'avenir de ce mouvement, de ce conflit social. Philippe Martinez appelle de nouveau, c'est aujourd'hui dans le JDD, au retrait du projet du gouvernement comme préalable à la fin du mouvement des cheminots. Alors, Emmanuel Macron doit-il remballer son projet face à la forte mobilisation de la rue et à la fermeté des syndicats ? Non, bien sûr, il faut encore une fois que ce projet soit mis sur la table. Au contraire, moi je ne crois pas qu'il faille s'arrêter. Je ne pense pas d'ailleurs que la France soit irréformable. Donc il ne doit pas reculer, hein ? La question, c'est qu'il faut avancer dans la bonne direction. Mais non, il faut évidemment ne pas reculer. Notre système de retraite est précieux, il est fragile aussi. Nous savons très bien que son équilibre n'est pas garanti. Le Conseil d'orientation des retraites l'a rappelé récemment. Si nous ne faisons rien, notre système risque d'être profondément déséquilibré dans les années qui viendront. Il faut donc agir, mais agir, encore une fois, dans la bonne direction. Et moi, mon inquiétude, c'est que la réforme telle qu'elle apparaît aujourd'hui, c'est une réforme qui ne fera rien pour équilibrer notre système des retraites. Donc, le grand paradoxe de la situation actuelle, ce serait qu'on ait un blocage massif du pays, une incapacité à réformer, alors même qu'en réalité, la réforme qui est proposée coûterait plus d'argent à l'État qu'elle ne permettrait d'équilibrer nos comptes sociaux. Ça veut dire qu'en l'état actuel des choses, les Républicains ne voteront pas en faveur du projet dont on connaît les grandes lignes aujourd'hui. Encore une fois, on ne le connaît pas, ce projet. Et moi, je ne peux pas me prononcer à la place du groupe parlementaire de l'Assemblée ou du Sénat sur ce projet de loi. Je sais que ce sera l'objet des réunions des groupes parlementaires cette semaine. Et je suis sûr que le travail qui sera fait sera un travail de grande qualité. Nous regardons ce débat avec sérieux, parce que c'est un débat très important. Et contrairement à ce qui est dit parfois, au cours des dernières années, lorsqu'elle a été aux responsabilités, la droite a fait les réformes qui s'imposaient. Si notre système est aujourd'hui
aujourd'hui préservé, s'il est à l'équilibre aujourd'hui, c'est grâce aux réformes qui ont été faites successivement par François Fillon puis par Éric Woerth, qui ont suscité une opposition très forte en leur temps, mais qui ont été conduites à leur terme et dont tout le monde reconnaît, y compris la gauche, y compris, souvenez-vous, la gauche quand elle est arrivée au pouvoir, François Hollande avait promis qu'il abrogerait la réforme d'Éric Woerth. Il ne l'a pas fait parce que cette réforme était une bonne réforme et qui permettait de garantir un équilibre. Mais qui nécessite une autre réforme aujourd'hui. Mais c'est tout à fait normal parce que la situation évolue. Les réformes seront nécessaires parce que, d'une manière générale, le système des retraites continue de dépendre de l'évolution de la démographie, il continue de dépendre du contexte économique. Et d'ailleurs, je me permets de dire que l'idée qui était au départ derrière le système par points, l'idée qu'Emmanuel Macron avait vantée, celle du modèle suédois, c'est-à-dire celle d'un ajustement automatique de la valeur du point, c'est une forme de dépolitisation de ce débat sur la retraite. C'était le rêve d'une rentrée dans un modèle mécanique dans lequel la retraite s'ajusterait aux conditions d'une manière presque algorithmique. Cette idée-là, je n'y crois pas, parce que le débat sur les retraites, c'est un débat profondément politique qui engage la manière dont une société regarde la dépense publique. Aujourd'hui, nous absorbons dans notre système de retraite 14% du PIB. C'est beaucoup plus que la moyenne de l'OCDE. Mais c'est un choix politique fort. Et la question qui nous est posée, c'est la question de ce choix politique que chaque génération doit faire en fonction des circonstances. Et vous entendez ce que disent les opposants, notamment la France Insoumise, 14%. Si on maintient les 14% ad vitam aeternam, ça veut dire que les pensions de retraite vont baisser. Mais tout dépend, encore une fois, enfin, cette objection, elle n'est valide que si on ne touche pas à l'âge de départ à la retraite. Oui, c'est vrai, si on ne touche pas à l'âge de départ à la retraite, les pensions baisseront. Parce que si on investit la même quantité... Mais il propose de passer à 60 ans comme âge égal de départ à la retraite, aussi bien la France Insoumise que le Rassemblement National. Et c'est là qu'on voit l'irresponsabilité absolue de ces élus, me semble-t-il, qui proposent... Vous pensez à Mélenchon et Le Pen ? Bien sûr, qui proposent d'investir toujours plus d'argent public dans le système de retraite. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la fragilité de notre État ? C'est que nous dépensons beaucoup plus dans les comptes sociaux que dans l'action régalienne de l'État. Et il me semble que c'est à cet équilibre-là qu'il faut réussir à travailler. C'est ce déséquilibre qu'il faut réussir à compenser parce que nous avons besoin de l'État dans ses missions régaliennes, nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de défense, on le voit plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin de remettre de l'énergie dans l'activité régalienne de l'État, dans sa mission d'éducation, dans son travail sur le terrain, dans les régions, pour mettre fin au sentiment de désertion qu'éprouve la France périphérique. Tout cela est nécessaire, mais pour faire tout cela, il faut évidemment que nous puissions ne pas obérer les comptes publics par une dépense sociale excessive. Et il est très clair que si on baissait l'âge de départ à la retraite, alors on sacrifierait d'une manière beaucoup plus forte encore les missions régaliennes de l'État, ce qui serait une catastrophe absolue. Alors on a parlé tout à l'heure de la fermeté de Philippe Martinez, fermeté aussi donc de la France Insoumise et du Rassemblement National contre la réforme et pour le retrait du projet. Est-ce que vous y voyez quelque part une tentative de récupération politique et qui est le plus dans cette stratégie? Est-ce que c'est Mélenchon ou est-ce que c'est Le Pen? Je crois qu'on voit deux versants d'une même démagogie qui d'ailleurs finit par se rejoindre malheureusement. Je ne comprends pas moi comment on peut essayer de vendre aux Français des illusions aussi absurdes, aussi dévastatrices pour le débat public et aussi coûteuses. Dévastatrices pour le débat public parce que si vous tentez de donner du crédit à des fictions, vous rendez le débat sur la réalité des faits impossible et intenable. C'est une fiction de faire croire aux Français qu'on pourrait ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Si on se compare à tous les pays européens, on verra que ça n'existe nulle part en réalité. Aucune des grandes économies qui sont autour de nous et qui sont pourtant beaucoup plus performantes que nous, par exemple dans la lutte contre le chômage, aucune de ces grandes économies ne fait que nous pouvons partir à 60 ans à la retraite. Donc, oui, parce que vous faites allusion au fait que dans un certain nombre de pays européens, l'âge de départ à la retraite a été augmenté. Bien sûr, mais parce qu'encore une fois, c'est un fait que l'espérance de vie, et c'est d'ailleurs une excellente nouvelle, que l'espérance de vie a été allongée. Et que par conséquent, si l'espérance de vie s'allonge et que le temps que l'on passe à la retraite est plus long, par définition, si l'on veut conserver d'ailleurs en particulier un système par répartition, c'est-à-dire un système dans lequel les actifs cotisent pour les retraités, dans ce système-là en particulier, il est absolument nécessaire que on puisse
travailler un peu plus longtemps pour faire en sorte, encore une fois, que le ratio s'équilibre à peu près entre ceux qui bénéficient de cette solidarité après une vie entière de travail et ceux qui y contribuent. Vous dites deux versants d'une même stratégie, donc stratégie de Marine Le Pen, stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous diriez, on a entendu les déclarations de Jean-Luc Mélenchon cette semaine, Marine Le Pen devient plus humaniste parce que elle considère que les militants RN peuvent aller manifester. Donc est-ce qu'il y a un axe aujourd'hui, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon? En tous les cas, il y a une convergence de vue absolue. Axe ou pas? Il y a une convergence de vue absolue sur ce sujet. Et ça a quelque chose de très préoccupant, je vous le disais, parce que c'est dangereux, mais c'est dangereux d'abord dans l'immédiat pour notre débat public. Parce que il faut que les responsables politiques soient sérieux quand ils organisent le débat public que quand ils y prennent part. Il peut pas y avoir de débat démocratique éclairé si, encore une fois, certains donnent du crédit à des fictions. Et aujourd'hui, la stratégie... Pour vous, c'est des fake news qu'ils racontent. Mais on peut pas tout mettre sous le terme de fake news. En l'occurrence, c'est une fausse promesse. C'est une fausse promesse intenable. Et d'ailleurs, aucun de ceux qui tiennent ces promesses ne la tiendrait si ils arrivaient au pouvoir, parce qu'aucun ne pourrait la tenir. Et donc, quand on part d'une telle irresponsabilité, on contribue à dégrader le débat public, parce qu'on le rend impossible. Qu'il y ait sur les retraites des désaccords, c'est normal. Qu'il y ait des débats, c'est parfaitement légitime. Je le disais tout à l'heure, c'est l'un des débats les plus politiques qui soit, me semble-t-il. Mais on ne peut pas, quand on prend une position politique, la fonder sur des fictions, ou alors on abîme encore une fois le débat démocratique dans son ensemble. Est-ce que c'est quelque part la volonté pour eux, pour Marine Le Pen et pour Jean-Luc Mélenchon, d'essayer de prendre leur revanche sur la présidentielle ? Il y a en tous les cas une stratégie de la communication à l'état pur, une volonté de tenter d'exister, de reconquérir des parts de marché électorales, quitte à agiter encore une fois n'importe quelle promesse, quelque démagogique qu'elle soit, et ça n'est pas du tout l'idée que je me fais de la politique. En tous les cas, je le dis avec mon propre engagement et ma jeune pratique encore de la politique. Je ne voudrais pas, pour ma part, ressembler à une forme de politique de la communication perpétuelle qui se contente de s'ajuster par pure tactique à la démagogie du moment pour tenter de reconquérir des parts de marché. Et sur quoi ça peut déboucher à la fois ce conflit autour de la réforme des retraites et ces prises de position que vous considérez comme étant des fictions, sur un embrasement social, un cataclysme social ? Mais je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, les conditions d'une montée de la tension dans la société française sont malheureusement réunies. À cause de qui ? À cause de quoi ? D'abord à cause d'une situation de crise qui dure depuis longtemps. Cette tension, elle traverse la société indépendamment même de la manière dont des politiques peuvent malheureusement l'attiser. Mais on le voit bien aujourd'hui, les crispations sont nombreuses. La crise des Gilets jaunes l'a montré. Et je crois que dans un moment comme celui-ci en particulier, il faudrait faire preuve de prudence. Encore une fois, il y a un débat légitime, mais prendre part au débat, ça ne veut pas dire agiter par démagogie des promesses inutiles, ça ne veut pas dire non plus... Vous parlez de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ça ne veut pas dire non plus jeter le soupçon quand j'entends Marine Le Pen, comme Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, expliquer que cette réforme des retraites est imposée par l'Union européenne et que nos gouvernants agiraient de manière sombre et discrète sous la pression de pouvoirs occultes. Il y a là une forme de complotisme absolument sidérant. Cette réforme des retraites... Complotisme à la fois chez l'un et chez l'autre, chez Mélenchon et chez Marine Le Pen. Évidemment, enfin, je veux dire que tenter de dénoncer des logiques invisibles qui seraient à l'œuvre dans une réforme comme celle-ci, c'est aberrant. Cette réforme, une réforme courageuse des retraites est rendue nécessaire par aucune espèce d'organisation internationale. Elle est rendue nécessaire simplement par la nécessité absolue d'équilibrer notre système de retraite, de faire en sorte qu'il puisse durer pour l'avenir. Et alors, est-ce qu'Édouard Philippe, qui s'exprime aujourd'hui dans le JDD, est-ce qu'il a raison quand il dit que c'est si la réforme est retirée, sa réforme est retirée, elle sera ensuite très brutale plus tard. Une chose est sûre, je ne sais pas encore de quelle réforme il s'agit, c'est pour ça que c'est difficile de vous répondre. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, disons-le, il y a aussi une responsabilité forte du gouvernement dans la montée de la tension qui est aujourd'hui à l'œuvre. Parce que cette montée de la tension, elle se joue aussi dans l'incertitude dans laquelle les gens sont placés. Vous savez, l'anxiété, elle naît toujours de l'incertitude. Et cette incertitude anxiogène, elle a été créée par l'absence de clarté du gouvernement sur ce projet de réforme des retraites.
Mais une chose est sûre, c'est que si cette réforme devait aboutir à un blocage, malheureusement, ce blocage serait sans aucun doute durable et il faudrait du temps avant qu'un autre gouvernement se risque à une réforme des retraites alors qu'elle est pourtant nécessaire. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, oui, ça c'est certain, et le Premier ministre a raison sur ce point, si nous ne faisons rien aujourd'hui, oui, la situation sera beaucoup plus dure demain. Alors en cas de blocage, vous dites blocage, mais blocage de la réforme, en cas de blocage du pays, après la prise de parole du Premier ministre Édouard Philippe mercredi, alors quelle sortie de crise, quoi? Un référendum, une dissolution, un départ du Premier ministre? Moi, je ne crois pas à un référendum parce que le sujet est trop complexe pour pouvoir être ramené à une question simple. La question n'est pas faut-il ou non faire une réforme des retraites. La question c'est quelle réforme des retraites réforme nous et voulons laquelle faire. Précisément. Exactement. Et c'est là que le débat politique doit pouvoir jouer tout son sens, le débat démocratique, le débat parlementaire, la négociation avec les corps intermédiaires, tout cela évidemment est décisif. Mais alors donc, si ça bloque, si ça ne passe pas, si le blocage du pays persiste, est-ce qu'on peut imaginer une dissolution comme en 97? Est-ce qu'on peut imaginer un départ du Premier ministre? Est-ce qu'on peut imaginer, comme le réclament depuis un an les Gilets jaunes, un départ du président? Non, alors, pour le coup, nos institutions sont solides, heureusement, et il faut qu'elles le soient. Non, dissolution ou départ du Premier ministre? Je suis opposé sur bien des points à la politique du président de la République, mais le président de la République a été élu et par conséquent, il doit conduire évidemment son mandat. Quant à la question d'une dissolution ou d'une démission du Premier ministre, ne spéculons pas sur ce qui pourrait se jouer dans les semaines prochaines. Tout dépend de la manière dont les choses évoluent, mais ce serait dans tous les cas une mauvaise nouvelle. Je crois que le gouvernement soit paralysé. Nous n'avons pas besoin d'un pays bloqué, nous avons besoin d'un pays qui avance. Et moi, je crois que, comme je le disais à l'instant, je crois que la France n'est pas irréformable. Les politiques qui disent que la France est irréformable s'exonèrent à bon compte de leur propre incapacité à mener des réformes nécessaires. Mais si on explique aux gens la manière dont il faut conduire cette réforme courageuse pour sauver l'avenir de notre système de retraite, moi je crois à la raison commune, je crois à la rationalité collective et je suis sûr qu'on trouvera une majorité de Français pour soutenir une réforme nécessaire et courageuse pour notre avenir à tous. Alors vous êtes pour la suppression des régimes spéciaux, on est d'accord? Bien sûr. Alors en tous les cas, pas tous les régimes spéciaux, parce que là aussi ne raisonnons pas dans l'abstraction. Si on parle du statut des militaires, par exemple, on n'aura pas la même réponse. Mais il y a des régimes spéciaux qui, c'est vrai, ne prospèrent encore en France que parce que ceux qui en bénéficient exercent sur les gouvernants la menace permanente d'un blocage. Et ces régimes spéciaux, pour le coup, ne peuvent que discréditer profondément l'action syndicale de ceux qui les défendent. Donc là, vous pensez notamment aux cheminots, hein? Bien sûr. Alors, une question sur un régime spécial un peu particulier, c'est celui des sénateurs, hein, qui continuent à bénéficier d'un régime spécial, très spécial, ultra privilégié, qui leur permet de toucher un peu plus de 2 000 euros de pension, de retraite mensuelle après un mandat, le double après 2 mandats et 6 000 euros après 4 mandats, alors que le régime des députés est aligné depuis le 1er janvier 2018 sur le droit commun de la fonction publique. Est-ce que vous dites il faut que les sénateurs renoncent à leur régime spécial? Je crois qu'effectivement, il faut que les élus montrent l'exemple. Les sénateurs, là on parle des sénateurs. Oui, bien sûr. Il me semble que ce serait normal de revenir aussi sur la question de la retraite des élus d'une manière générale et c'est cet exemple que vous citez. Le régime des sénateurs est un régime vraiment ultra privilégié, ultra particulier. 2 000 euros de retraite après un mandat de 6 ans, c'est quand même énorme. Oui, bien sûr. Non, mais comme je le disais à l'instant, il me semble que quand nous sommes dans une situation où il faut faire des efforts, il faut que ceux qui demandent ces efforts se les appliquent en premier lieu. Donc, est-ce que vous demandez à la majorité sénatoriale, donc majorité LR, de réformer le régime spécial? Je viens de vous le dire, je crois que c'est un débat nécessaire et que, enfin, c'est pas seulement un débat nécessaire, c'est sans aucun doute une réforme à faire pour pouvoir garantir que les Français aient confiance dans le fait que leurs élus sont ceux qui s'appliquent à eux-mêmes en premier les réformes qu'ils demandent à nos concitoyens. Alors, concomitamment à ce mouvement contre la réforme des retraites, on a vu depuis hier, les routiers, pas les policiers, ont bloqué un certain nombre d'axes à travers la France pour dénoncer la hausse du gazole et les poids lourds étrangers. Est-ce que vous les approuvez et comment vous voyez l'issue de ce conflit? Parce qu'on précise les choses. Donc les routiers dénoncent donc une hausse de 2 centimes à leur taxe sur le gazole dans le projet de loi de finances 2020. Ça a été voté par les députés le 17 octobre dernier, puis supprimé par le Sénat en première lecture. Et une commission mixte paritaire doit se tenir mercredi prochain pour tenter de trouver un accord. Mais qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce qu'il faut y renoncer à cette disposition de la loi de finances 2020? Il me semble qu'il faut changer de réforme. Que c'est pas la bonne manière de faire en sorte de
garantir que nous allons pouvoir favoriser l'écologie et la transition vers des solutions plus durables dans notre pays. Et peut-être remettons les choses dans leur contexte. On ne comprendrait pas cette situation de blocage et le drame que vivent les chauffeurs routiers si on ne le replace pas dans le contexte européen. Au niveau européen, bien sûr. Aujourd'hui, la plupart de nos entreprises de transport ont été déstabilisées et pour beaucoup d'entre elles d'ailleurs ont disparu à cause de la concurrence exercée sur elles par des entreprises venues d'autres pays européens. Notamment de l'Est. Notamment des pays de l'Est, dans lesquels la fiscalité est évidemment très différente, le niveau de rémunération des chauffeurs très différent également, et on le voit bien, la concurrence est tellement déséquilibrée, elle devient tellement déloyale que par conséquent, même les entreprises les plus performantes sont d'une certaine manière contraintes pour certaines d'entre elles de mettre la clé sous la porte et pour d'autres de licencier massivement. Donc, commission mixte paritaire mercredi, il faut renoncer à ce projet. Il me semble qu'une piste intéressante serait celle de mettre en œuvre cette contribution qui vaudrait pour tous les chauffeurs qui interviennent sur le sol français, de manière à faire en sorte que le poids de l'effort que le gouvernement souhaite imposer au motif de la transition écologique soit réparti entre toutes les entreprises françaises ou européennes. Deuxièmement, il faut mettre en œuvre le plus rapidement possible les dispositions qui ont été votées à la fin du dernier mandat européen sur le paquet mobilité qui contient des éléments très importants sur le secteur des transports. Et puis troisièmement, je crois que d'une manière très générale, il faut aussi que la France comprenne que si nous continuons de nous imposer des règles de plus en plus complexes alors que dans les autres pays européens qui sont le même marché que nous, on applique des règles moins importantes et moins exigeantes, eh bien, d'une certaine manière, nous nous imposons une forme de double peine, puisque nous pénalisons nos entreprises et que, simultanément, par le jeu des importations, nous favorisons les modes de production ou les modes de transport que nous avions voulu dissuader. Alors, autre dossier qui n'a rien à voir, la mise en examen de François Bayrou dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif d'assistant au Parlement européen. Ça vous inspire quoi ? De la tristesse d'abord, parce que je ne me réjouis jamais de ce genre de nouvelles. Deuxièmement, de la prudence, parce qu'une mise en examen n'est pas une condamnation. C'est très important. Il faut, je crois, être très attaché au principe de la présomption d'innocence. Et donc, je ne voudrais surtout pas être de ceux qui vont trop vite dans le jugement qu'on peut porter sur une situation comme celle-ci. Mais troisièmement, malgré tout, une forme quand même de sévérité à l'endroit de ce que M. Bayrou a pu, pendant beaucoup d'années proclamé. On se souvient du jugement très dur qu'il avait porté sur la mise en examen du candidat de la droite à l'élection présidentielle, François Fillon. Je crois qu'il y a des discours sur la moralisation de la vie politique qui sont nécessaires, mais le plus important, c'est d'abord des actes. Et encore une fois, cette espèce de distance et de sérénité qu'on doit avoir. Par ailleurs, je me permets de dire que cette question a aussi une dimension européenne. Nous avons... C'est justement pour ça que je posais la question. Parlementaire européen a eu à nous prononcer sur la candidature de Sylvie Goulard, qui avait été désignée par Emmanuel Macron comme commissaire européen. Et à l'époque, vous disiez que c'était une folie. Et nous disions que c'était une folie pour une raison très simple, c'est que il y avait beaucoup trop de questions qui pesaient sur sa candidature, et notamment le risque d'une mise en examen dans le cadre de cette affaire que nous venons d'évoquer à l'instant. Elle a été mise en examen depuis. À l'époque, nous avons posé la question de la fragilité que constituerait cette possible mise en examen. Que n'avions-nous pas dit ? Nous avons eu droit au jugement extrêmement sévère d'une grande partie de ceux qui défendaient, dans le camp d'Emmanuel Macron, la candidature de Sylvie Goulard. On nous a accusés de jouer contre la France. Je me souviens même d'un député de La République En Marche qui avait tweeté que nous étions l'anti-France. On pense quand même au poids des mots qu'il employait. Et aujourd'hui, je crois qu'il apparaît que nous avons fait exactement ce qu'il fallait en écartant sa candidature pour pouvoir préserver l'action du commissaire français. Nous avons rendu service à notre pays en faisant en sorte qu'effectivement, cette mise en examen de Sylvie Goulard, qui allait se réaliser quelques semaines plus tard, ne soit pas, pour toute la France dans les institutions européennes, l'occasion d'une critique très vive et d'une fragilisation très forte. Je ne m'en suis pas réjoui, je n'avais aucune animosité à l'égard de Sylvie Goulard, je ne me réjouis pas, je le dis à l'instant, de cette situation, je ne me prononce pas sur sa culpabilité non plus, une mise en examen ne vaut pas condamnation, je me borne à constater avec quelques semaines de recul que le président de la République, qui de manière très vigoureuse avait dit « je ne comprends pas, il faudrait qu'on m'explique », a aujourd'hui reçu l'explication qu'il fallait. Alors une question sur les municipales, en tout cas lié au municipal. Patrick Balkany a annoncé depuis sa cellule de la prison de la Santé qu'il était candidat pour un nouveau mandat à la mairie de Levallois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que ça n'est pas sérieux, encore une fois. Vous dites que ça n'est pas sérieux ? Non, mais je viens de vous le dire, oui, je crois que nous avons, et je le dis comme un jeune élu qui vit au quotidien la défiance qui pèse sur la classe politique, c'est très frappant, vous savez, quand vous devenez élu, que vous vous engagez avec la volonté d'être utile, de servir votre pays, comment ? Quand vous venez auparavant de la vraie vie.
de la vraie vie, oui. Enfin, j'ai jamais cru que, vous savez, nous sommes tous comme citoyens d'une certaine manière engagés en politique, et je n'ai jamais cru qu'il fallait faire une différence, une frontière entre la société civile et les élus. Il y a dans notre pays des centaines de milliers d'élus locaux, mais moi, c'est vrai, j'étais enseignant, je n'avais pas forcément programmé cette candidature pour l'élection européenne, je m'y suis engagé pleinement. Maintenant que je suis parlementaire européen, je vis, et d'ailleurs parfois de manière douloureuse, parce que c'est assez éprouvant, l'intensité de la défiance qui pèse envers la classe politique. Et je le porte sur mes épaules, alors que je ne crois pas y avoir personnellement contribué. La défiance vis-à-vis de la classe politique, ça y participe. Je crois qu'il faut reconstruire la confiance, et que ça suppose effectivement de pouvoir, quand on se présente devant les électeurs, de pouvoir le faire avec une véritable transparence. Monsieur Balkany, je ne le juge pas, encore une fois, je ne suis pas juge, ça n'est pas mon rôle. Il a reconnu une situation de fraude fiscale de grande ampleur pendant des années. Moi, il me semble que voilà, il y a un certain moment où il faut pouvoir se présenter devant le suffrage des électeurs en assumant une forme de transparence. Je ne veux pas l'accabler dans la situation où il est aujourd'hui. Vous dites qu'il ne doit pas être candidat, hein. Mais il me semble que il y a quelque chose sans doute d'un peu étonnant dans une telle déclaration de candidature. Donc ça veut dire que vous souhaitez que les Républicains ne l'investissent pas comme candidat à la mairie de Levallois? Bien sûr, je crois que ce serait complètement aberrant qu'il soit soutenu par notre famille politique. Et donc ça veut dire qu'ils investissent un autre candidat? Par définition, oui. Enfin, il me semble que vous pouvez difficilement annoncer votre déclaration de candidature depuis une cellule de prison. Enfin, encore une fois, je crois qu'il faut que nous prenions la vie politique au sérieux. Je n'accablerai personne, parce que la justice fait son travail, elle doit faire son travail, et nous ne sommes pas ni procureurs ni juges. Mais je crois que du point de vue de la responsabilité politique, il n'est pas possible d'investir quelqu'un dans cette situation. Et donc la question que je vous pose, c'est: est-ce que les Républicains, est-ce que votre parti doit investir un autre candidat face à Patrick Balkany? Si vraiment il va au bout de sa candidature, dans tous les cas, il faut que les Républicains investissent quelqu'un dans cette ville, et ça ne peut pas être, je crois, une personne qui vient d'être condamnée dans les circonstances que l'on sait. Alors, autre question d'actualité, c'est cette profanation de 107 tombes au cimetière juif de Westhofen en Alsace, donc en début de semaine. L'antisémitisme, François-Xavier Bellamy, c'est de nouveau un mal français? Vous êtes député européen, ou est-ce que c'est de nouveau un mal européen? C'est un mal français, c'est un mal européen. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est un mal qui gangrène notre société et contre lequel il faut lutter avec une énergie absolue. Et je suis frappé d'avoir le sentiment que cette énergie ne soit pas aujourd'hui partagée par toute la classe politique française. Vous pensez à qui? J'ai suivi avec inquiétude les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale autour de la résolution proposée par le député En Marche Sylvain Maillard. Vous étiez d'accord avec cette résolution? Évidemment. Vous l'auriez votée? Évidemment. La résolution, rappelons-le à vos auditeurs, mais je pense que sans doute, et j'espère que toute la société française a suivi ce débat qui est important, consiste à intégrer l'antisionisme dans la définition de l'antisémitisme. C'est-à-dire à intégrer dans la définition de l'antisémitisme... Et on précise les choses comme si c'est une résolution, c'est pas une loi à caractère pénal. Non. Il n'y aura pas de sanction, c'est juste une définition de l'antisémitisme. Mais c'est une manière de contribuer à clarifier ce qui doit l'être, à mon avis. J'ai enseigné la philosophie, j'ai été enseignant comme beaucoup de jeunes collègues pendant plusieurs années dans des classes de banlieue, avec des jeunes qui, pour beaucoup d'entre eux, sont d'origine immigrée. Et j'ai vu à quel point l'importation du conflit israélo-palestinien en France servait de vecteur à la résurgence d'une forme d'antisémitisme. Attention, nous ne parlons pas ici, évidemment, de la critique de la politique menée par le gouvernement israélien, qui est tout à fait légitime, évidemment légitime et autorisée. Mais dire qu'il est illégitime par principe que la communauté juive s'installe en Israël, qu'un foyer juif s'installe en Israël, c'est évidemment une manière de combattre par des propos de cette nature, non pas seulement la politique d'Israël, mais l'existence même d'Israël. Et j'ai été frappé, mais malgré tout, c'est très important de voir que l'Assemblée nationale n'avait pas été unie sur un tel sujet, et qu'au sein même du groupe de La République En Marche, il n'y avait pas, semble-t-il, de certitude sur un sujet comme celui-ci. Elle devrait être au rendez-vous, cette certitude absolue. Nous devons absolument pouvoir dénoncer la haine. On ne lutte pas contre la haine d'abord par des lois, on lutte contre la haine d'abord par l'éducation, et deuxièmement par la répression féroce, farouche de tous ceux qui pratiquent la haine, qui la transforment en acte de violence envers nos concitoyens.
Évidemment qu'une résolution ne changera pas la face du monde de ce point de vue-là, mais malgré tout, lorsqu'une résolution de cette nature vient sur la table, elle devrait susciter une véritable unité. Très rapidement, dernière question. Europe, justement, avec jeudi prochain, 12 décembre, des élections législatives en Grande-Bretagne. Des élections qui ont été marquées par les accusations d'antisémitisme contre le Parti travailliste. Un rapport de 53 pages du Jewish Labour Movement, donc un mouvement, une association juive proche du Parti travailliste, explique que le Parti travailliste cultive un antisémitisme endémique, institutionnel. Que vous disent d'abord vos collègues britanniques au Parlement européen de ce sujet? Et au passage, on précise que le centre Simon Wiesenthal, qui a élu Corbyn personnalité la plus antisémite 2019, a lancé cet avertissement. Si Jeremy Corbyn gagne, il fera de la Grande-Bretagne un paria sur la scène mondiale. Est-ce que vous faites la même analyse? Bien sûr, j'ai entendu cet avertissement avec gravité. Il y a évidemment, et on le voit, le mal européen qu'est l'antisémitisme peut toujours ressurgir malgré ce que nous avons connu au XXe siècle. Aujourd'hui, il y a dans le Parti travailliste effectivement une complaisance ahurissante à l'égard de discours antisémites et même une manière de cultiver certains discours antisémites à travers, on le redit, ce qu'on évoquait à l'instant, à travers ce qui s'apparente à une forme d'antisionisme. Je crois que le drame est toujours possible et que nous devons nous montrer d'une lucidité et d'une énergie sans faille. Merci en tout cas François-Xavier Bellamy d'avoir été notre invité aujourd'hui. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.